Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission rétrospective de l'année 2023 qui revient à vous en sécurité et humanitaire au bouleversement politique majeur. Nous révisitons les enjeux clés ayant animé l'actualité. Pour parler de cette actualité internationale, je reçois en plateau Yamba Kabré. Il est journaliste, éditorialiste. Il vit donc en Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir de le recevoir ce matin pour justement parler de l'actualité hors du Burkina Faso. Yamba Kabré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, cher ami. Je suis très heureux de partager ce plateau avec vous pour décrypter un peu l'actualité internationale de l'année 2023. D'accord, bienvenue chez vous au Burkina Faso. Tout à fait, c'est avec un plaisir. Merci bien. Alors, vous avez suivi l'actualité durant l'année 2023 qui a été marquée par plusieurs faits. Il y a ce fait que nous avons retenu dans le cadre de cette émission. Il y a plusieurs cas. On va prendre le cas de la CEDEAO aujourd'hui qui est beaucoup décrié par les populations, qui estiment qu'aujourd'hui la CEDEAO n'est plus une CEDEAO des populations, mais une CEDEAO des chefs d'État. Alors vous, en tant que journaliste, éditorialiste aussi, mais qui vivez en Côte d'Ivoire, quelle est votre lecture de ce que les gens disent aujourd'hui de la CEDEAO, contrairement à ces missions régaliennes? Merci beaucoup. C'est un sujet très pertinent. C'est une communauté de vie qui a été décidée par des chefs d'État africains pour permettre une cohabitation, une amélioration du bien-être de nos peuples, de nos populations. Et malheureusement, cette institution est décriée depuis un certain moment, de par le fait qu'il ne s'est pas mieux adapté aux préoccupations, aux aspirations des populations. L'idéal, c'est de faire une CEDEAO des peuples, une CEDEAO des populations, pour permettre une libre circulation des personnes et des biens, mais aussi planifier des politiques de développement, des politiques d'intégration, des politiques d'appropriation du développement endogène pour se départir de la dépendance économique extérieure. Malheureusement, aujourd'hui, le constat est que la CEDEAO n'a pas pleinement joué son rôle dans ce domaine. Et sur le plan politique aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des décisions, des déclarations, des positions qui sont souvent prises et qui rament à contre-courant de certaines volontés de rapprochement, d'intégration. On peut regarder tout récemment avec la situation au Mali, la situation au Burkina également, au Niger. On va en parler, mais il y a aussi peut-être ce que la population n'arrive pas à comprendre, ou du moins peut-être qu'elle n'a pas l'information, ce sont les missions assignées à la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est décriée, mais aussi le contenu de ces missions aussi donne l'impression qu'elle ne fait pas exactement ce que la population attend d'elle. Est-ce que c'est pas là aussi qu'il faut souvent situer les responsabilités de ce qu'est la mission de la CEDEAO et de ce que les populations attendent d'elle? Je suis parfaitement d'accord avec vous pour cette nuance, mais comme on le dit, on le sait, la CEDEAO est créée pour répondre aux attentes des populations. Et cette situation qui permet de regarder le besoin quotidien des populations pour se réadapter et puis mener des réformes devrait être le cheval de bataille de la CEDEAO. C'est vrai que ces missions régaliennes et peut-être ces prérogatives sont définies, mais quand elles sont dépassées, il faut changer de paradigme, il faut se réadapter, il faut se remettre en cause et puis répondre aux attentes des populations. Donc je pense que l'un dans l'autre, la CEDEAO doit se donner les moyens de se réformer pour répondre aux attentes de nos populations. Mais justement, avant peut-être les réformes de ces missions, est-ce que aussi, quand on regarde les coups d'État qui sont intervenus, notamment dans les trois pays, il y en a plus, le Burkina, le Mali et le Niger, est-ce que c'est le rôle de la CEDEAO d'applaudir justement ces coups d'État-là, quand on sait que ces coups d'État ne sont pas constitutionnels, si on veut? Il n'est absolument pas question d'applaudir des coups d'État, des ruptures de fonctionnement institutionnel des États. Il n'est pas question d'applaudir des coups d'État, mais il faut contextualiser les situations. Les coups d'État militaires sont des faits qui interviennent dans des cas bien précis et très souvent sont peut-être faits suite à des situations politiques décriées, mal gérées, mal menées, mal négociées, et qui fait que par moment,
certaines entités de l'État ou bien de la société prennent des responsabilités. Au départ, il faut le noter, la CEDEAO a été créée par pratiquement des militaires au pouvoir. La CEDEAO à la création était pratiquement à l'initiative des présidents, mais qui étaient à la base des militaires. Et du coup, l'appréciation actuelle des coups d'État où la dépréciation des coups d'État ne doit pas dépendre des formes. Ce ne doit pas être du formalisme de décrier les coups d'État, mais il faut travailler en amont profondément pour que nos institutions soient fortes, que nos institutions soient crédibles, que nos décisions soient en harmonie avec les attentes des populations et que notre position en tant qu'institution sous-régionale soit vraiment pertinente au regard de l'évolution du pays, au regard des évolutions même des paradigmes au niveau mondial, pour ne pas rester en déphasage, collé à des situations ou bien à des nostalgiques du passé, mais qui ne permet pas d'avancer. Si vous comparez comparativement les coups d'État militaires et les coups d'État institutionnels, qu'on appelle les coups d'État constitutionnels, c'est pratiquement monnaie courante au sein de la CEDEAO. Et ces situations ne sont pas réglées en amont. Et ça crée. Mais il y a aussi cette réalité-là. C'est vrai que la CEDEAO condamne généralement les coups d'État, lesquels font suite, on va dire, à une mauvaise gouvernance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO aussi peut s'interférer dans la gouvernance d'un pays, comme vous parlez de gérer les choses en amont? Est-ce que la CEDEAO peut se permettre, par exemple, de dire au Niger, voilà ce qui se passe, si vous ne réglez pas ce problème-là, s'il y a un coup d'État, bon, voilà, est-ce que c'est le rôle de la CEDEAO? La CEDEAO ne fait que constater qu'il y a eu un coup d'État qu'elle condamne. Je pense que la CEDEAO, comme l'Union africaine, a des instances au niveau politique, au niveau judiciaire, au niveau économique qui interviennent à travers des conventions, à travers des sommets, à travers des entreprises de rencontres pour déjà préparer les dirigeants à suivre quand même un fil conducteur. Ce n'est pas d'imposer ou de faire comment on appelle, de l'ingérence politique. Mais quand on a une institution communautaire, une institution sous-régionale, une institution commune qui doit en principe travailler à ce que nous avançons ensemble, on doit se donner les moyens. On ne peut pas se limiter à des déclarations de condamnation de coups d'État, à des sommets de chefs d'État pour péter le champagne. Il faut au moins avoir une ligne directrice qui permet de dessiner une vision de gouvernance vertueuse, une ligne de décision pragmatique pour accompagner le développement de nos pays. Et quand cela est fait, de façon commune, de façon, je dirais, concomitante ou de façon collégiale, on arrive à dessiner des paradigmes ensemble et qui seront des chemins, des voies tracées pour que les dirigeants puissent suivre ces carnavals-là sans se sentir contrariés ou imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire, en interne, quand les politiques sont menées dans la droite ligne de la vision de l'institution communautaire et commune, on est regardant et on fait attention et on se fait soi-même son propre arbitre pour ne pas sortir de ces canevas et rester pragmatique et rester crédible pour conduire les affaires de l'État. Tout est clair que l'objectif principal, c'est le bien-être de nos populations et chaque gouvernant a sa petite idée, mais quand on se met en communauté, on doit pouvoir avoir une ligne commune et suivre ça de façon régulière. Alors vous parlez tantôt de la crédibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on reproche à la CEDEAO, au regard même de votre analyse sur la question, ce que la CEDEAO devrait faire en amont, est-ce qu'il ne faut pas craindre quelque part la disparition de la CEDEAO, ou du moins parce qu'on a assisté aussi au G5 Sahel aujourd'hui qui pratiquement n'existe plus? On a maintenant l'alliance des États du Sahel, l'AES. Est-ce que maintenant l'existence de la CEDEAO n'est pas en griffe menacée? Très menacée. Nous avons été l'une des personnalités dès le départ, depuis la crise du Mali, à dire que la CEDEAO jouait sa survie au Mali et elle s'est même fait harakiri au Mali, elle s'est fait enterrer au Burkina et son lever de deuil s'est fait au Niger. Ça, c'est une réalité parce que la CEDEAO n'a pas su s'adapter
et elle est en train de perdre de toute sa crédibilité, de toute son utilité. Et si quelque chose n'est pas fait incessamment, la création de la coalition du Sahel, qui est à l'Iptako Gourma, c'est un vœu qui est soutenu par les populations, même hors de cette zone du Sahel. L'opinion internationale est favorable dans les bas quartiers à cette initiative de la Fédération du Sahel qui permet à des pays de se retrouver pour résoudre un certain nombre de problèmes en commun et de revoir, c'est-à-dire même en entreprise, quand il y a une entreprise qui est sur le marché, qui a le monopole et qui n'arrive plus à donner du bon résultat, et celle qui arrive se base sur les erreurs de l'autre et puis avancer. Aujourd'hui, la Fédération du Sahel, le Liptako Gourma, est en pleine dans cette position et il y a beaucoup de choses que cette fédération va pouvoir rattraper et répondre aux attentes des populations. Et si la CEDEAO ne serait pas très vite en cause, ce sera peut-être la fin de la CEDEAO. En tout cas, cette forme actuelle de la CEDEAO. Effectivement, si cette forme peut-être n'est pas revue, il y a aussi la probabilité que certains pays aussi quittent la CEDEAO. Mais il y a déjà les trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, qui se constituent progressivement en créant par exemple l'Alliance des États pour le Sahel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette création? Est-ce que c'est une réponse qu'on donne à la CEDEAO pour montrer que sans la CEDEAO, ces trois pays-là peuvent véritablement exister, ou c'est une autre forme pour contrer justement les menaces brandies par la CEDEAO contre ces trois pays-là? Vous voyez, il n'y a pas 10 000 façons de voir la chose actuellement. La Fédération du Sahel est née d'une volonté. Peut-être que le G5 Sahel n'a pas pu répondre par rapport à la réponse donnée à la crise sécuritaire. Et à côté de ça, la récupération de la situation, je dirais peut-être bizarre, de la CEDEAO est une opportunité pour la région du Sahel de se constituer une force locale, capable d'être une force économique, politique, militaire. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas que des États sous transition qui épousent l'idée de cette fédération. Il y a certainement des pays voisins, des pays même lointains du Burkina qui apprécient cette initiative. Parce que le problème est que les frontières terrestres, les frontières coloniales qui sont créées sont des frontières qui ont été dictées depuis l'Allemagne, qui ne répondent à aucune vérité, à aucune réalité locale. Et aujourd'hui, si des pays décident de se remettre ensemble à travers leur passé, à travers leur histoire, à travers leur fraternité et constituer un nouveau bloc, mais le monde même est en train de se transformer. Au niveau international, vous voyez le bloc des BRICS qui est en train d'émerger. Donc le monde est en train de se transformer, de se réformer. Et au niveau local, cette fédération est une alternative face à la démarche boiteuse de la CEDEAO. Donc du coup, il y a certainement des pays qui vont épouser l'idée, qui vont épouser l'esprit. Et je vous assure qu'après 2024-2025, quand les années électorales de certains pays vont passer, il y aura du nouveau. Il y a beaucoup de mouvements qui sont en perspective. Il y a beaucoup de mouvements qui sont en perspective, mais il y a aussi peut-être les questions qu'on peut se poser. Est-ce que la création de l'AES pourrait répondre aux préoccupations des populations? Quand on sait qu'il y a eu le G5 Sahel, comme vous l'avez dit aujourd'hui, qui est carrément on va dire disloqué. Il y a aussi la CEDEAO où certains pays ne se sentent plus à l'aise. Maintenant, il y a le bloc des pays membres de l'AES. Est-ce que ces trois pays véritablement peuvent espérer avoir les résultats escomptés? Espérons-le. C'est pratiquement une obligation. C'est une obligation pour l'AES de réussir là où les populations africaines les attendent. Il faut saluer cette initiative par la pertinence de la volonté des chefs d'État qui se sont mis dans cette perspective. Mais il ne faut pas voir l'AES comme une réponse comme on appelle, direct aux préoccupations des populations. Non, pas la CEDEAO, je vais parler comme si c'était une organisation qui veut répondre du coup au coup à la CEDEAO. Non,
l'AES a ses préoccupations, a ses réalités. Le lien qu'on établit, c'est que l'AES a vu le jour suite à les différentes transactions. Les préoccupations communes de l'AES, c'est l'insécurité. C'est au niveau du Sahel. La CEDEAO n'a pas été capable d'apporter une réponse efficiente et adéquate à la situation de la sécurité au Sahel. C'est une première préoccupation commune des trois États. En dehors de cela, il y a des situations économiques, des situations sur le plan international. Au niveau de la coopération internationale, il y a des pays qui ne peuvent pas aujourd'hui se permettre de prendre certaines initiatives audacieuses pour se démarquer de la dépendance de l'Occident. Aujourd'hui, l'AES est une opportunité, une alternative. Regardez, ne serait-ce que la révision de certains accords, la présence militaire étrangère sur nos sols, c'est des initiatives qui sont menées par les États de l'AES. Et ces initiatives sont courageuses et audacieuses et ça interpelle et ça appelle les autres États, les autres pays à regarder. Vous voyez, personne n'est dupe dans ces jeux politiques mondiaux. Personne n'est dupe, aucun pays n'est dupe. Certains ont peut-être les mains entièrement liés, d'autres ont des prévisions mais ne peuvent pas l'assumer, mais toujours est-il que tous les États africains envisagent de prendre leurs indépendances de façon véritable et assumer leur souveraineté, leur liberté et gérer les relations internationales d'égal à égal avec les pays partenaires. Et quand vous regardez la présence militaire occidentale dans le Sahel n'a pas apporté grand-chose. Aujourd'hui, après 10 ans, on n'a aucun bilan. Et c'est nous-mêmes qui nous faisons notre propre bilan. Quand on fait notre propre bilan, on ne voit rien de bon. Et après, la fédération, en quelques mois, quand même a pu mettre sur pied, ou peut-être mettre le pied sur le plat, mettre sur pied des initiatives qui ont permis, par exemple, de libérer Kidal, ce qui était une vue d'esprit pour certains. Il y a aussi des approches qui ont permis de sécuriser la zone des trois frontières. Et il y a des initiatives encore qui se poursuivent et qui vont permettre davantage d'aller de l'avant. Donc, cette fédération joue un rôle pertinent et pourrait peut-être être la bonne alternative pour amorcer l'Union africaine dans les années à venir. Une bonne alternative aujourd'hui, mais est-ce que aussi il ne faut pas craindre à un certain moment la disparition de l'AES lorsque ces différents régimes issus des coups d'État et qui sont des militaires aussi, on puisse assister aussi à la disparition progressive de l'AES, parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que lorsque des régimes viennent au pouvoir, il y a des initiatives qui sont prises et puis après la transition, on revient encore à zéro. Toute initiative qui avait été prise dans son temps est balayée du revers de la messe. Il ne faut pas craindre aussi cet aspect-là, que toutes ces initiatives-là qui sont prises aujourd'hui, vous parlez tantôt des décisions qui sont prises au niveau des trois frontières, même on parlait tantôt avec un économiste tout à l'heure, la création peut-être d'une monnaie au niveau de l'AES. Il y a aussi certains accords qui ont été dénoncés. Est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'un régime post-transition remette tout cela en doute, en question? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Voilà pourquoi il est nécessaire de créer un bon contenu de l'AES. Ce contenu doit partir de l'uniformisation de nos constitutions. Déjà, il faut regarder au niveau des réformes constitutionnelles que nous puissions avoir un contenu cohérent, c'est-à-dire, comment je vais expliquer ça, que nos constitutions locales, que ce soit du Mali, du Niger ou du Burkina, puissent avoir une conformité pour créer un contenu consistant. Et à partir de ce contenu, peu importe le régime qui vient après, a une bonne base, a un bon début à pérenniser. Il ne faudrait pas se limiter au fait que ces régimes sont transitoires et puis vouloir remettre à plat tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait de bon. Mais Jean-Marc Cabré, c'est là la véritable préoccupation aujourd'hui au Burkina. Le projet portant modification de la Constitution commence à devenir une réalité. Voilà, cela veut dire aussi qu'il y a des régimes précédents qui ont travaillé à ce que cette Constitution-là soit telle. Mais aujourd'hui, il y a un projet qui est en cours pour pouvoir donc la modifier. Moi, j'aurais préféré, et je l'ai bien dit, même dès le départ de
de la transition. Je l'ai dit, je l'ai souhaité, je l'ai estimé et je pense que j'aurai l'occasion de le répéter au niveau adéquat, au niveau idoine. Il faut arriver à créer un organe. Nous sommes dans un état d'exception, nous ne sommes pas en démocratie. Et il y a certaines décisions que nous sommes obligés de prendre par rapport à notre situation actuelle. On ne peut pas attendre d'être en régime démocratique pour prendre certaines initiatives. Mais il faut créer un minimum de fondements. Et ce fondement-là, moi, je l'ai axé sur un conseil d'État, un conseil national de Burkina, qui va prendre en compte toutes les expertises, toutes les spécialités, toutes les personnes ressources du monde intellectuel et non intellectuel traditionnel pour créer un fondement. Et dès le départ, moi, j'ai fait un manifeste que j'ai promis soumettre au chef de l'État dès début octobre. Et c'est pour cet objectif même que je suis là. Donc, ce manifeste de la refonte de la société, de la création du nouveau Burkina, prend en compte toutes les aspirations et cet organe peut être un organe constituant qui va réfléchir à la mise en place d'une nouvelle constitution, mais pas en dehors d'un cadre conventionnel uniforme avec les trois États. Donc la réflexion doit être menée autour d'un organe qui rassemble et qui unifie, qui implique tout le monde. Qui implique tout le monde. Parce que je l'ai dit, le dialogue politique doit être permanent et le dialogue politique doit être inclusif. C'est-à-dire, on ne va pas attendre que je suis au pouvoir, je décide pour tout le monde, et celui qui est à l'opposition attend son tour pour venir remettre tout en cause et puis prendre ses décisions et puis réformer tout. Non. Il faut qu'on implique toutes les sensibilités politiques, surtout traditionnelles et intellectuelles, aux grandes initiatives, aux grandes décisions qui impliquent et qui impactent la vie de la nation, de façon à ce que ces décisions soient au moins consensuelles et soient solides et pérennes. Alors, je rappelle que vous êtes aussi éditorialiste et vous vivez en Côte d'Ivoire, justement, on en parle. À l'actualité politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous qui y résidez, alors dites-nous comment est-ce que vous voyez les élections à venir en Côte d'Ivoire. On a assisté récemment au décès d'un grand opposant, Henri Konan Bédié. Il y a aussi le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI aussi, qui arrive parce que le parti est naissant. Alors, comment est-ce que vous voyez un peu les tendances au niveau de la Côte d'Ivoire quant aux prochaines échéances électorales? D'abord, il faut saluer l'esprit des élections récentes, les locales, législatives, sénatoriales, et qui se sont déroulées dans une bonne ambiance. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de aide, il y a eu de quelques situations, mais c'est l'une des premières élections qui a impliqué pratiquement l'ensemble de la classe politique et qui a connu un sort quand même acceptable. C'est-à-dire les élections se sont déroulées dans une bonne ambiance. Il y a des juridictions où il y a eu des contentieux qui ont ramené à reprendre les élections, certes, mais dans l'ensemble, on peut dire en tant qu'observateur de la politique ivoirienne que c'est l'une des élections qui s'est bien déroulée. Et je le sens, je sais que les élections de 2025 vont pouvoir encore emprunter ce chemin de la stabilité, de la non-violence verbale et physique pour parvenir à une stabilité totale de la Côte d'Ivoire. Mais au niveau des tendances politiques, il faut le reconnaître, on dirait aujourd'hui le plus grand parti est le RHDP, le Rassemblement démocratique des oufouettistes. Mais en réalité, si on va en profondeur, quand on fait une analyse pointue, une analyse bien objective, on va se rendre compte que le RHDP est un rejeton du PDCI RDA. C'est-à-dire, à partir du PDCI RDA est né le RDA, le Rassemblement des Républicains, présidé par le président actuel qui était l'opposant principal de M. Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara. Oui, tout à fait, le président Alassane Ouattara. Et après, le RDA qui a voulu peut-être se rapprocher du PDCI, RDA, a créé le RHDP. Et avec des cadres du RDA, des cadres du RHDP, du PDCI. Et aujourd'hui, ces cadres qui sont restés dans le RHDP sont tous des enfants du PDCI. Et le PDCI était dans une position vraiment
est mitigée depuis un certain moment parce qu'après l'appel de Daoukro, où le président Bédié, paix à son âme, a appelé à adhérer au deuxième mandat comment on appelle, du président Alassane, le PDCI s'est retrouvé après avec des dissensions internes. Mais après, avec l'évolution, après la scission, le divorce avant terme de ce mariage PDCI, RDR avec les autres partis, bien IDPC autres, pour faire le PDCI est resté un peu nonchalant. Un peu, oui. Mais la nouvelle donne est qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive au PDCI, en la personne de Tidjane Thiam, qui fait une entrée en selle sur la scène politique de façon fracassante. Oui. Et avec, son entrée même a été beaucoup critiquée du fait qu'il ne résidait pas depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez très bien, le PDCI est en train de renaître. C'est une renaissance du parti, du plus vieux parti ivoirien. C'est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Et ce retour de ces jeunes technocrates ingénieurs, il préfère plutôt sa fonction sa compétence d'ingénieur qu'économiste. Son retour va donner une nouvelle dynamique, ça va créer une nouvelle atmosphère et je suis sûr que c'est lui qui va donner le ton de la politique ivoirienne dans les années à venir. Alors peut-être une dernière question pour vous sur cette rubrique-là. Alors c'est notamment le candidat qui pourrait essayer de succéder au président Alassane Ouattara. Quand vous regardez la configuration de façon générale du parti RHDP, est-ce qu'aujourd'hui Alassane Ouattara pourrait porter son choix sur un candidat, parce qu'on a vu avec les deux derniers qui sont décédés, on va parler de Ahmed Bakayoko et Amadou Koulibaly. Le président estimait à un certain moment qu'il ne trouve pas encore quelqu'un pour le succéder. Est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi qu'en 2025, Alassane puisse se représenter encore pour un autre mandat? C'est une probabilité et moi personnellement quand j'observe je ne vois pas d'entrave à cela parce que le problème du troisième mandat a été posé. Constitutionnellement il a été validé, accepté par l'opposition puisqu'aujourd'hui tout le monde prend part à la vie politique, aux élections et puis à l'Assemblée nationale. Donc juridiquement je ne suis pas juriste, pour moi c'est cap et franchi. Celui qui a pu faire le troisième peut faire le quatrième. Donc à ce niveau je n'ai pas truc. Mais je n'aimerais pas être à la place du président Ouattara en ce moment, ni du RHDP. Je le dis très clairement. Pourquoi? Parce que vous craignez que ça ne puisse pas se terminer bien? Je pense qu'il peut y avoir une implosion du RHDP si Ouattara n'est pas candidat. Si le président Ouattara n'est pas candidat, ça va. Moi, je fais des petites recherches dans le nord, dans tout le pays, il y a dans des endroits un peu éloignés. Il y a une certaine volonté des gens d'avoir toujours Ouattara au pouvoir. Il n'y a pas vraiment cette personnalité qui a la carrure, qui a la posture, qui a présidentielle pour remplacer Ouattara à l'état actuel et surtout avec un opposant aussi frais comme Thiam. Et les gens, pas tout le monde est incertain dans le jargon du RHDP. À la base, disent l'idéal serait Ouattara ou Soro. Après Ouattara, c'est que les gens, certaines personnes, certains militants du RHDP, les anciens qui ont vécu un peu le martyre de 2011. Non, je parle en termes de l'ivoirité sous sa forme mal gérée qui a créé des frustrations, une stigmatisation, une récupération politique qui a quand même fait du tort à une certaine classe d'Ivoiriens, des citoyens. Et certaines personnes sont craintives et ne voudraient pas avoir quelqu'un qui va venir réveiller les vieux démons où on va se retrouver avec des stigmatisations sur la base du nom, d'origine ou de la. Donc, des gens sont inquiets, ils ne voudraient pas se passer de Ouattara actuellement. Ce qui se passait. Et Ouattara, le président Ouattara, est l'assurance de certains militants du RHDP pour pouvoir pérenniser ses acquis, cette stabilité-là. Mais en dehors de Ouattara, l'idée, c'est-à-dire l'objectif, l'idéal serait d'avoir un Soro qui serait resté fidèle à Ouattara et qui pourrait être le successeur de Ouattara. Justement, sur la question Soro, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'Alassane pourrait se réconcilier avec son fils, Soro Guillaume, qui jusque-là
est hors de la Côte d'Ivoire, qui est arrivé au Burkina il y a quelques semaines de cela. Est-ce que c'est possible qu'Alassane et Soro Guillaume se réconcilient? Dans les rapports humains, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. Les relations humaines ne sont pas des absolus. Ok. Nos ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir nos amis de demain et nos ennemis d'hier peuvent être nos amis d'aujourd'hui. En relations humaines, il n'y a pas d'absolu. Les relations humaines ne sont pas des absolus, c'est des concours de circonstances, c'est des réalités. Comme on le dit, la politique, c'est la saine application des réalités du moment. Je sais qu'il y a eu des frictions entre le président Ouattara et son fils Soro. Mais je ne dis pas que c'est possible qu'ils se réconcilient aussi rapidement pour pallier à un manque de potentiel dauphin pour 2025, c'est très proche. Mais je dis il n'y a pas d'absolu en relations humaines. Ouattara et puis Soro peuvent se réconcilier et on l'a vu par le passé avec l'aile loyaliste et la rébellion à l'époque où Soro, personne ne pouvait imaginer que Soro pouvait se retrouver à Abidjan et Blé Goudé au nord et ces choses ont été faites. Personne ne pouvait imaginer que le président Ouattara et puis le président Bédié pouvaient se remettre en alliance pour combattre Gbagbo, parce que Gbagbo et puis Ouattara étaient en alliance pour le Front républicain. Et la classe politique ivoirienne nous a démontré que le jeu politique ivoirien est tellement dynamique et tout est possible. D'accord. Merci à vous, Yamba Kabré. Je rappelle que vous êtes journaliste, mais aussi éditorialiste et que vous résidez en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau pour parler de cette actualité. Ça vous le merci. Et toujours un plaisir de retrouver ce dynamique plateau des médias burkinabés et qui, à l'initiative, sont à la base des débats télévisés, des débats d'idées. Et qui aujourd'hui est pratiquement repris dans la sous-région par des médias beaucoup plus cotés en bourse. Mais je salue le dynamisme des médias burkinabés, à commencer par Horizon FM depuis nos années école jusqu'à aujourd'hui. La presse burkinabé est très dynamique et nous ne pouvons que nous en féliciter. Merci à vous en tout cas d'être passé sur nos plateaux. Vous êtes passé pour nous rendre également visite. C'est tout un plaisir de vous recevoir. Donc on va vous dire merci et puis peut-être bon séjour au Burkina Faso. On espère que vous allez rentrer en Côte d'Ivoire sain et sauf parce que vous y résidez. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci bien.